Bienvenue sur ce numéro de votre page invitée sur Sika TV, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Jean-François Kobiané. Il est le directeur de l'Institut supérieur des sciences de la population de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Il est également, il a été président de l'UEPA. Bonjour, directeur. Bonjour, madame. De décembre 2011 au 3 décembre 2015, vous avez été aux commandes de l'UEPA. On entend l'Union pour l'étude de la population africaine. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner de plus amples explications par rapport à l'UEPA? Alors, l'UEPA a été créée en 1984 lors de la 3e conférence africaine des planificateurs, démographes et statisticiens. C'est une institution scientifique dont l'objectif est vraiment de promouvoir non seulement la recherche, la production de connaissances sur les questions de population et de développement en Afrique, mais aussi leur utilisation dans les politiques de développement. Quand vous preniez service, ou plutôt les rênes de cette institution, quelles étaient vos ambitions pour les 4 années que vous avez eu à gérer l'UEPA? Disons que j'ai hérité de l'UEPA dans un contexte particulièrement difficile. Vous savez, comme toute institution en Afrique, toute institution dans tous les cas passe par des étapes diverses, des hauts et des bas dans son évolution. Et l'UEPA, au cours des dernières années, pour les 10-15 dernières années, a connu pas mal de difficultés. Et lorsque je prenais les rênes donc de l'UEPA en 2011, lors de la 6e conférence africaine sur la population à Ouagadougou, c'était dans un contexte particulièrement difficile. L'Union faisait face à des difficultés financières énormes. Et donc, nous avions déjà, avec les autres membres du Conseil, prévu mettre en place un certain nombre de changements institutionnels. Et dans un contexte où les capacités même de mobilisation interne de ressources étaient limitées, il fallait donc réduire, disons, dans une certaine mesure, le train de vie, si on peut dire ainsi, de notre secrétariat. Et nous avons donc transféré le secrétariat au Regional Institute for Population Studies, qui est l'institution d'enseignement de recherche dans le domaine de la population, qui est dirigée d'ailleurs par le vice-président qui a été élu à Ouagadougou, le professeur Sam Kodjo. Donc voilà un peu, ça c'est déjà une transformation institutionnelle énorme, parce que nos coûts de fonctionnement qui étaient je dirais, autour de plus de 10 000 $, 12 000 $ par mois, ont été réduits aujourd'hui à près de 2 500 $ par mois. Vous voyez, c'est quand même un élément très important. C'est remarquable. Oui, et d'ailleurs, pour nous, et je disais aux collègues, aux autres membres de l'Union, à mes collègues, que dans notre stratégie de mobilisation de ressources, et le prochain conseil dans sa stratégie de mobilisation de ressources, devrait pouvoir aller désormais avec des éléments qui peuvent vraiment rassurer les partenaires. Lorsque vous êtes capable vous-même d'assurer vos coûts de fonctionnement, vous pouvez aller maintenant demander à des partenaires de vous donner des ressources pour mener des activités concrètes, soit de renforcement des capacités, de formation des jeunes chercheurs ou de production de connaissances à travers ce que nous appelons les panels scientifiques. Mais lorsque vous êtes dans une logique de demander des financements pour payer des salaires, ça pose un problème. Donc je pense qu'on est sur la bonne pente. En dehors de ces réformes institutionnelles que vous avez pu opérer pour l'amélioration ou l'allègement donc des charges de la structure, sur le plan de la gestion population en Afrique, quelles ont été les avancées? Il y a quand même aujourd'hui, nous avons un certain nombre de résultats de connaissances sur la population africaine. En termes de calendrier, la fécondité met du temps à baisser. Mais il faut le dire, dans plein de milieux urbains en Afrique, dans les villes, cette transition de la fécondité est en cours et entamée. Donc à l'intérieur même d'un pays, il y a des différences, et d'un pays à un autre, il y a des différences. Mais globalement, l'Afrique est dans cette phase où la population est très jeune, très forte proportion de jeunes, qui, dans une décennie, 2 décennies, va se retrouver dans une tranche d'âge qui est celle de la population d'âge actif, voilà, et sera dans une situation où elle sera proportionnellement plus nombreuse que les populations dépendantes. Et ce qui devrait, selon donc les expériences qu'on a vécues ailleurs dans d'autres régions, ouvrir ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Et si nous mettons en place des politiques appropriées,
des politiques fortes et que nous améliorons vraiment nos pratiques de gouvernance en matière de politique éducative, de santé, d'emploi, de création d'emplois, je pense que l'Afrique pourrait saisir cette opportunité-là de sa dynamique démographique actuelle et future pour booster l'économie et donc le développement. On a toujours dit que la main-d'œuvre est la richesse de l'Afrique. Donc, mettre l'accent sur la baisse de la fécondité serait mal vu par nombre d'Africains. Non, disons que ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que pour que ce dividende démographique puisse se réaliser, le premier élément qui doit intervenir, c'est que il faut ce changement dans la structure parage de la population. Mais ce changement dans la structure parage de la population interviendra parce que à un moment donné, la fécondité va baisser. Mais ce que je tiens à dire, c'est que qu'il y ait des politiques volontaristes ou non, avec l'évolution, les tendances actuelles en matière d'éducation, de santé, les progrès en matière de santé, tout naturellement, la fécondité à un moment va baisser. C'est-à-dire que cela fait partie du processus d'évolution des populations. Parce que l'éducation est un facteur important, surtout l'éducation des filles et des femmes, facteur important de changement de comportement. Plus les filles vont à l'école, ils restent longtemps à l'école, plus évidemment, elles retardent leur entrée en vie reproductive. L'école aussi nous expose à d'autres types de représentations sur nos aspirations par rapport à la constitution de la famille, le nombre d'enfants, ou même l'éducation que nous voulons donner à nos propres enfants, font que et les femmes plus éduquées, et donc deviennent plus autonomes, rentrent sur le marché de l'emploi. Et donc, cela veut dire que, quelles que soient les politiques, c'est-à-dire que le discours qu'on doit donner, ce n'est pas un discours forcément de limitation des naissances. Je pense que ce qu'il faut dire, toutes les politiques dont on parle, de planification familiale, c'est d'abord, il y a d'abord un élément de droit, c'est un droit d'abord, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à accéder à ces méthodes parce qu'elles n'y ont pas accès. Et il y a des couples qui n'y arrivent pas. Et en plus de cela, c'est aussi un élément qui a un effet bénéfique énorme sur la santé de la mère et de l'enfant. Voyez-vous? Donc, je crois qu'il faut voir les choses dans ce sens. Effectivement, il y a des pays qui ont fait le choix d'avoir des politiques volontaristes, de nature coercitive, pour limiter les naissances. Mais je pense que... ils en ont payé les frais. Voilà, c'est ça. Mais je pense que ce qu'on est en train de dire là, c'est que avec les tendances qu'on observe, l'Afrique pourrait tirer bénéfice. Alors, j'ai dit également, c'est pas quelque chose d'automatique. Ça, il faut le dire. Le dividende démographique n'est pas automatique. Le dividende démographique peut être un malus démographique. Si l'anticipation n'est pas bien faite, si les préalables ne sont pas bien assurés. Écoutez, ces jeunes qui vont arriver dans les tranches d'âge actives, s'ils n'ont pas reçu une éducation de base de qualité, une éducation secondaire de qualité, regardez l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, la place qu'occupe l'enseignement technique professionnel dans l'enseignement, cette place est très faible. Est-ce que les jeunes arrivent à l'âge actif avec les compétences qu'il faut pour pouvoir entrer dans la vie? Est-ce qu'ils sont bien préparés pour entrer sur la vie active? Donc, qui est changement de la structure par âge ou pas? Les réalités sont là, les défis sont là, il faut agir. Et ça, je crois que c'est très important. Le dividende démographique c'est pas une panacée. C'est une opportunité. Je pense qu'il faut essayer. Quand on dit une opportunité, ça veut dire que les pays ont là une occasion de booster, donc de l'accélérer en fait. Parce qu'il y en a qui disent que tout n'est pas bien dans le dividende démographique, parce que les réalités ailleurs ne sont pas toujours les mêmes que partout dans les... Et tout à fait. Et là aussi, lorsque on parle de dividende démographique, de l'expérience des autres régions, il faut véritablement travailler davantage avec les institutions d'enseignement et de recherche en Afrique. Il faut travailler avec les spécialistes au niveau local. Ce qui est important, c'est à nous les Africains, les spécialistes africains, de savoir quoi tirer de positif dans ce concept-là et voir comment on peut véritablement le contextualiser et pouvoir communiquer avec nos décideurs et en vue vraiment de promouvoir les politiques économiques et sociales. Alors, professeur Jean-François Kobiané, l'un de vos projets de recherche actuels est libellé « Conséquences des stratégies de fécondité et de la composition du ménage sur la scolarisation et le travail des enfants en milieu urbain au Burkina Faso ». Que revêt cette recherche ? Alors, merci de me donner cette opportunité de parler d'une de mes recherches. Alors, disons que
cette recherche a été donc sélectionnée dans le cadre d'un appel international qui a été lancé par la Fondation Hewlett, l'Agence française de développement de l'AFD et l'IRD il y a quelques années, pour réaliser une série d'études sur les liens entre croissance économique et démographie. Et donc, il faut dire que lorsqu'on regarde la littérature scientifique dans le domaine de la population, la littérature économique, démo-économique notamment, on a observé qu'il y avait une relation de nature négative entre la taille de la famille et le nombre des enfants. La taille ou le nombre des enfants et le niveau, la qualité, enfin, le niveau d'éducation des enfants, pour parler de manière beaucoup plus. En ce sens que on a observé dans les pays industrialisés, les pays du Nord, mais aussi dans les pays d'Asie, que en fait les familles anticipent la qualité qu'ils veulent donner à leurs enfants en termes donc de niveau d'éducation atteint et le nombre des enfants qu'ils veulent avoir. Si je veux avoir des enfants bien éduqués, je mettais l'accent sur donc la qualité. Donc je ne peux pas en avoir beaucoup parce que j'en ai beaucoup. Je ne pourrais pas investir assez en eux parce que les ressources que j'ai seront limitées, vont être réparées. Voilà. Donc ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne quality quantity trade-off, c'est-à-dire la substitution entre la taille et la qualité des enfants, la quantité et la qualité des enfants. Voilà, si on peut parler en termes, voilà, c'est pas tout à fait approprié là qu'on parle de quantité, mais voilà, c'est ça l'idée. Et malheureusement, les premiers travaux, beaucoup de travaux en Afrique sont arrivés à la conclusion que ce résultat négatif ne s'observe pas en Afrique. Ils ont montré qu'il n'y a même pas d'association entre la taille de la fratrie et le niveau d'éducation des enfants. Il y en a même qui ont montré que cette relation serait même positive. Voyez-vous? Donc, ça c'est la littérature. Et donc, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir est-ce que nous avons pu mobiliser les vraies données pour rendre compte de cela? Parce qu'il y a la question des données aussi. Quelle avait été la démarche pour en arriver à ces... Oui, disons que en fait, ces travaux ont utilisé bien souvent des données transversales, qui sont des données du moment des enquêtes. Or, pour mettre en évidence ce genre d'études, il faut des données assez spécifiques, comme des données longitudinales, comme on les appelle, et qui prennent en compte la dimension temporelle des événements, constitution de la famille, investissement dans l'enfant, et pouvoir donc mieux rendre compte de cette relation. Alors, l'autre objectif, c'était quoi? La question de recherche de notre projet, c'était de voir, dans un contexte de baisse de la fécondité, comme Ouagadougou, la capitale du Burkina, est-ce que cette relation de nature négative s'observe? Est-ce que ce quality quantity trade-off s'observe dans le contexte du Burkina en milieu urbain? Parce que certains auteurs ont estimé dans les tout derniers articles sur la réalité africaine là, en disant que, en fait, quand vous êtes dans une période où c'est pratiquement la fécondité naturelle. La fécondité naturelle veut dire qu'il n'y a pas de planification familiale, on met les enfants au monde tel que ça vient comme ça, et puis voilà. Donc, quand vous êtes dans un contexte où il n'y a pas de planification des naissances, évidemment, cette relation entre la taille et la fratrie, le nombre des enfants et leur qualité ne va pas s'observer. Tout le monde est pratiquement homogène et tout, voilà ça. Mais à partir du moment, ces auteurs estiment qu'à partir du moment où on commence à avoir donc l'éducation, le niveau d'éducation des femmes augmente et que les méthodes contraceptives commencent à être disponibles et que le coût de la vie augmente avec l'urbanisation et tout, les familles commencent à intégrer la question du coût de l'enfant et commencent donc maintenant à mettre en avant ces éléments d'anticipation. Et dans un tel contexte, on a le choix d'utiliser les méthodes de contraception pour avoir moins d'enfants, on pourrait alors en ce moment observer cette relation négative. Et ce qu'on a observé à Ouagadougou, on a observé qu'effectivement, dans le contexte de Ouagadougou, il y a effectivement une stratégie donc d'anticipation, en ce sens que, ben, évidemment, il y a un effet réellement négatif entre le nombre d'enfants qu'on a mis et le niveau d'éducation. Ça veut dire qu'il y a vraiment un élément d'anticipation. Voilà. Donc ça, c'est un résultat qui a des implications énormes. Ça veut dire qu'effectivement, avec la promotion des politiques de planification familiale, mais aussi d'amélioration de l'éducation, surtout l'éducation au-delà du primaire, jusqu'à un niveau donné secondaire des femmes. Tout cela va contribuer non seulement à l'autonomisation des femmes, mais aussi à une certaine amélioration de l'investissement qu'on pourra mettre dans les enfants en termes de niveau d'éducation. Et ça, c'est un élément capital. Voilà un peu un des principaux résultats donc, de cette recherche que nous avons menée sur Ouagadougou au Burkina.
Enchanté. Je rappelle, vous êtes monsieur le professeur Jean-François Kobiané. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous vous remercions pour d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le plaisir est partagé. Ravi de vous avoir eu sur les plateaux de Sika TV. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt madame. Merci.